Une initiative très originale et ça concerne l'emploi. Est-ce que vous connaissiez l'équithérapie? C'est le soin par le cheval. Et vous allez voir maintenant avec Sophie Pignal l'équi-coaching. Alors en quoi ça consiste? Une technique qui a pour vocation d'aider les managers à se connaître et à leur permettre d'améliorer leur communication avec ceux avec qui ils travaillent. Alors regardez comment ça se passe dans un lieu magnifique. C'est dans le théâtre équestre du château de Versailles que se déroule la formation. Après une rapide visite des écuries, les participants sont invités à un tête-à-tête avec le cheval. Voilà, vous pouvez le regarder. À moi, je suis chargé de l'Italie. Je viens d'entrer à la compagnie et ça fait 2 mois, à peu près. Oui. Donc je suis tout nouveau. Et une formation avec des chevaux, alors ça vous dit quoi? Ah, c'est ça la première fois et ça doit être quelque chose d'amusant, je crois. Et je vais voir ce qui se passe. C'est une formation qui apporte l'image de soi par rapport aux autres. Vous arrivez à vous décoder. D'abord, vous apprenez beaucoup sur vous et vos collègues apprennent beaucoup sur vous. C'est toujours bienveillant, c'est toujours positif. Alors, la politesse chez les chevaux, pour se présenter, c'est d'abord présenter sa main. Le cheval va vous mimer et il va révéler votre attitude. Vous allez apprendre que vous êtes quelqu'un de sympathique, quelqu'un qui est assez dans l'empathie ou quelqu'un de très créatif. On peut déceler tous vos talents à travers ces 3 minutes où vous êtes seul avec le cheval. On décèle aussi des maladresses, on décèle des stagiaires parfois qui ont beaucoup de stress, qui sont plutôt experts que managers. Alors quand un expert joue au rôle de manager, il joue un rôle. Et le cheval décèle tout à fait cette attitude de « c'est pas toi, je voudrais mieux te connaître, dis-moi qui tu es vraiment ». Pas évident ce premier contact avec un animal aussi imposant par sa taille que par son poids, près de 600 kilos. Un animal avec lequel il faut apprendre à communiquer. Alors quel rapport avec le management en entreprise? La réponse avec Nicolas Melin. Il est DRH pour la société ST Dupont. Alors notre entreprise a voulu faire appel à l'équi-coaching parce qu'on cherchait des formations pour nos managers, des formations pour nos équipes commerciales qui soient vivantes et qui sortent un petit peu de ce qu'on peut voir de façon classique dans les formations management, dans les formations de cohésion d'équipe. La première formation que nous avons mise en place il y a à peu près 3 ans. Aujourd'hui, on fait des formations à la fois pour des équipes qui sont à l'étranger, puisque notre société fait 85% du chiffre à l'export, et des collaborateurs qui sont aujourd'hui en France. Et on se rend compte que la mayonnaise, elle prend vraiment très bien. Ce que cela change dans le comportement de nos collaborateurs, c'est que chacun est responsabilisé, chacun peut effectivement voir où sont ses points forts, où sont ses points améliorés. Il y a une vraie volonté de persuasion et on sent que quand vous avez envie de quelque chose, vous lâchez pas le morceau facilement, quoi. Et même le cheval a compris ça et il a accepté de céder, donc voilà. Et alors que là, c'était la même répétition tout le temps, d'accord? Il a insisté jusqu'à ce qu'il y ait le résultat et le cheval il a dit bon, je m'en débarrasserai pas de ce mec-là. Donc, tant pis, j'y vais. Aujourd'hui, les entreprises qui sont demandeurs de ces formations sont aussi bien dans des grands groupes industriels, d'énergie, de distribution, de produits de luxe, des entreprises aussi qui sont en réseau, des commerciaux, des directions support. Ça s'adresse au monde des entreprises qui a des équipes. Une formation surprenante mais visiblement enrichissante pour tous les participants. Si vous souhaitez en savoir plus, eh bien rendez-vous sur le site equicoaching.fr. Ou alors sur le site de Télématin, ça marche aussi. Tennis parce que ça vient de se dérouler. C'était au cours de la nuit, ici en France, et puis ça se passait dans la banlieue new-yorkaise. Flushing Meadow, exactement, l'US Open, 3e levée du Grand Chelem, et 3 Français en quart de finale. Le Williams, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Il y aura Lucas Pouille qui a réalisé un exploit, Jo-Wilfried Tsonga et Gaël Monfils. On va commencer par ce jeune Lucas Pouille. Regardez ce qu'il a fait hier soir. Lucas Pouille a sans doute réalisé le plus beau match de sa carrière en éliminant Rafael Nadal, le nordiste de 22 ans, 25e mondial, avait été battu sèchement par l'Espagnol lors de leur précédente et unique rencontre il y a un an. Et il n'avait jamais dominé un joueur du top 5. Nadal, 5e du classement, vainqueur de l'US Open en 2010 et 2013, s'incline après 4 heures de jeu intense, 5-7, 6-1, 2-6, 6-4, 3-6, 7-6. Pouille s'était arrêté en quart à Wimbledon, il veut faire mieux ici. Il y aura un Français en demi-finale parce que Pouille affrontera au prochain tour Monsieur Gaël Monfils, le Parisien qui est en haut de votre écran, 12e mondial, n'a eu aucun mal à écarter le Chypriote Marcos Baghdatis, 44e. Gaël Monfils, qui n'a pas perdu un seul set depuis le début du tournoi, s'impose 6-3, 6-2, 6-3. Et Baghdatis
aurait même envoyé un SMS en plein match à son épouse pour dire à quel point il était dépité. Mon fils se hisse en quart à New York pour la 3e fois de sa carrière. Et le 3e et dernier Français en quart. 3e quart de finale à Flushing Meadows également pour un autre Français, Joe-Wilfried Tsonga ici, avec son beau bandeau rose. Le numéro 1 tricolore a battu l'Américain John Sock, 27e mondial. Tsonga, lui, est 11e, le score 6-3, 6-4, 6-7, 6-2. Prochain adversaire de Tsonga, ça va être un peu compliqué. Le numéro 1, le Serbe Novak Djokovic. Ils sont formidables, ces petits gars. Bon, hein, ces garçons. Ouais. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Un peu de foot. Ah oui, s'il vous plaît. Un tout petit peu. Non, parce que demain soir, il y aura un France-Biélorussie qualificatif pour le Mondial 2018. Voilà, ce sera la 5e rencontre entre les deux équipes. On va parler de ce qui s'est passé plutôt hier soir avec d'autres qualifiés, au moins un début de qualificatif, avec des Anglais qui ont eu un peu de mal pour leur premier match de qualificatif pour ce Mondial 2018. L'Angleterre, les Anglais ont réussi à marquer un seul but face à la Slovaquie, but de Lallana dans le temps additionnel, donc en toute fin de match. Et dans ce même groupe F, la Slovénie a réussi à faire match nul 2 partout avec la Lituanie, menée 2-0 par les Lettons. Les Slovènes reviennent au score dans le dernier quart d'heure par Krin et César. De leur côté, je sais que ça vous intéresse, William, les champions du monde allemands n'ont eu aucun mal face aux Norvégiens. Victoire facile, 3-0. Et il y a un garçon qui s'est illustré, comme on dit, Thomas Müller, c'est lui. Il s'est offert un doublé. Bon, il est excellent. Le Danois, les Danois battent l'Arménien 1-0, but d'Eriksen. Voilà, et ils prennent la tête, ces Danois, de leur groupe devant la Pologne et le Kazakhstan qui ont fait nul 2-2. Bon. On a un petit peu de rugby, si on a un petit peu de temps ou pas? Qu'est-ce qu'on vous dit dans l'oreille là? Je vais demander à la cabine. Allô, cabine des pilotages? Elle dit rapidement. Alors c'est parti. Alors 3e journée du top 14 avec le Racing 92 qui, champion de France en titre, a battu Toulouse qui était leader avant ce week-end 28-14. Première défaite de la saison pour les Toulousains. 3 essais pour les Franciliens dont celui-ci de Leroux. Au classement, le Racing est 3e derrière Brive. Le leader est La Rochelle. Dans l'autre match du jour, c'est Montpellier qui a signé sa première victoire de la saison sur le terrain de Bordeaux-Bègles. 32-15, 2 essais à rien pour les Héroltais. En action, c'est Dumoulin. Montpellier 12e, Bordeaux 13e, Grenoble est dernier. Et il n'y aura pas de hockeyeur tricolore au prochain JO d'hiver dans 2 ans en Corée du Sud. À Oslo hier, les Français ont été battus par les hôtes de ce dernier tournoi de qualification olympique. Les Norvégiens s'imposent 2-1. Après prolongation, le hockey tricolore n'a pas vu les Jeux depuis 2002, mais la France va pouvoir se concentrer et se préparer pour son mondial à domicile en mai prochain. Et on va terminer avec l'Allemand Rosberg qui remporte son 7e Grand Prix de la saison. Mais ce n'est que la première fois qu'il s'impose à Monza en Italie, donc le Grand Prix d'Italie. L'Allemand de Mercedes a devancé le Britannique Lewis Hamilton et le pilote Ferrari Sébastien Vettel. Et après 14 manches de championnat du monde, Rosberg est 2e du classement général derrière Hamilton. Voilà. Φτάνουν στο λιμάνι 1 και 2 και 3 και 4 πουλιά. Ce que chante Pélina Mercouri, c'est du grec contemporain, c'est pas du grec ancien. Mais on va commencer par un de chez eux. Bah oui, parce que les Grecs, en cette rentrée des classes, puisque c'est là c'est le premier jour d'une grande semaine, enfin, hein, ouais. Ça commence ce matin. Donc bon courage à toutes et à tous. Et puis c'est l'occasion de s'apercevoir que tous ces mots, tous ces noms, toutes ces expressions plongent leur origine chez les Grecs. Alors continuons à considérer la langue grecque et les Grecs anciens. Alors, on part tout de suite en images, et vous savez qu'on parle d'académie. Les académies divisent la France. Académia. Oui, absolument. On a surtout Académios, qui est le nom d'un propriétaire de jardin où va se promener Platon où vont se promener Platon et ses élèves. Et c'est dans ce jardin d'Académios qu'il va créer l'académie. Aristote, qui est un des élèves de Platon, lui va créer le lycée. Le lycée, c'est un lieu où l'on se promène aussi, c'est encore un jardin à l'intérieur d'Athènes. Et là, il va enseigner à son tour. Le lycée va devenir un nom que l'on va donner aux enseignements, à la fin de l'enseignement jusqu'au baccalauréat. Et le lycée, finalement, il a commencé à prendre son envol en France en 1802 avec Bonaparte. Et il a fallu attendre 1886 pour que ça s'ouvre aux filles. Ouais, il a fallu attendre très longtemps. Là, c'est Archimède. Archimède, alors là, on le connaît avec son fameux principe
principe d'Archimède. Vous savez, tout corps plongé dans un liquide obtient une poussée verticale. Ça lui a permis de calculer la couronne, de savoir si la couronne du roi était tout en or. Là, on vient de voir Pythagore. Pythagore avec son théorème. Et tout cela reste encore d'actualité. Là, on voit Atlas. Atlas, il a été condamné à porter la planète, le monde, sur ses épaules. Et comme il a figuré sur un livre qui contenait des cartes, du coup, ce livre qui contenait des cartes avec Atlas en couverture, on a donné le nom d'Atlas à tous ces livres qui contiennent en général des cartes de géographie. Donc Atlas fait partie de ces titans, comme on vient de les voir, ces géants qui étaient là avant Zeus et avant les dieux grecs, pardon. Et là, on voit bien que tous ces personnages, il y a Océan, qui reste encore évidemment plus que jamais d'actualité. Bref, tous ces noms grecs, ces noms de mythologie et aussi de personnages prouvent que c'est encore d'actualité. Alors évidemment, à côté de ça, il y a l'école buissonnière, qu'il ne faut surtout pas faire, mais que l'on doit à une époque où, vous savez, les protestants essayaient d'enseigner le catéchisme. C'est quand même grâce à ça qu'on vous a découvert. Oui, oui, c'est pas faux. Alors ça veut dire buisson, hein, l'école buissonnière, c'est-à-dire qu'on allait se cacher dans les buissons, c'est-à-dire en dehors de l'école, à l'extérieur, dans la nature. Grec, ça aussi ? Alors non, ça vient des protestants qui renseignaient le catéchisme au moment de la réforme, au moment de la difficulté des guerres de religion en France à partir du XVIIe siècle. Oui, c'est ça. C'était en dehors de l'école. Voilà, on allait se cacher dans les buissons pour pouvoir enseigner cette partie de l'enseignement. Oui, il doit y en avoir plein encore d'expressions de ce genre. Oui. Alors vous savez qu'il y a plusieurs villes-États qui étaient en Grèce. Il y avait Athènes, il y avait Sparte aussi. Oui. Et alors l'éducation spartiate reste encore une expression que l'on connaît. Spartiate, ça veut dire difficile. Et d'ailleurs, sévère. Oui, très sévère. Et c'était le cas justement à Sparte où les jeunes étaient privés notamment de déjeuner et on leur disait allez le chercher vous-même, allez-y, volez vous-même, mais vous faites pas prendre. Si vous vous faites prendre, vous prenez une sanction terrible. Donc on les habituait à aller se battre, on les habituait à aller chercher eux-mêmes leur pitance, donc aussi bien au niveau intellectuel qu'au niveau physique. C'était l'encouragement au vol. Alors exactement, ni plus ni moins, au vol, au pillage, mais il fallait pas se faire prendre. Donc c'était en fait les dresser pour aller se battre après contre les Athéniens, par exemple. C'est un des exemples. Hein, mais il en existe encore bien d'autres, évidemment. Absolument délicieux, merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, c'était M. Académios. Oui, qui avait un jardin. Alors, voyez, on va chez Académios, on va à l'académie. Voilà, exactement. Exactement. D'accord. Bonjour William, bonjour à tous. Vous savez William, il y a un an, jour pour jour, nous étions avec Brice Boussoir à Munich, à la gare centrale, sur les quais de la gare et on voyait arriver ces dizaines de trains chargés de milliers de migrants qui arrivaient en provenance d'Autriche et de Hongrie. Et on voyait surtout tous ces Allemands qui étaient là pour les accueillir, qui ouvraient leurs bras et leur cœur. Mais quel défi se présentait alors à l'Allemagne qui a dû accueillir et aujourd'hui qui doit intégrer 1 300 000 réfugiés. Un an après, où en est-on ? On va vous emmener à Templin, c'est une petite ville à côté de Berlin, une ville qu'on connaît en Allemagne parce que c'est là-bas qu'Angela Merkel a grandi, mais c'est une ville comme des milliers d'autres en Allemagne qui a dû relever ce défi de l'intégration. Alors où en est-elle aujourd'hui ? On va voir tout ça dans ce sujet réalisé avec Brice Boussoir et Julien Méchaussy. Septembre 2015, les 70 premiers réfugiés arrivent à Templin. Le maire de la ville est alors confiant. Je suis convaincu que la ville est bien préparée pour les accueillir. Ils ne représentent que 1% des 16 000 habitants. Un an plus tard, alors que d'autres réfugiés doivent bientôt emménager dans ce foyer en rénovation, l'élu mesure le chemin parcouru et ce qu'il reste à faire. Nous avons réussi à les loger. En revanche, pour l'intégration, nous n'en sommes qu'au début. Asif Mossini est arrivé d'Afghanistan il y a un an. Le début de son parcours d'intégration a été chaotique. Il avait décroché un stage dans l'industrie du bois, mais il a arrêté au bout d'un jour. Rester debout pendant 8 heures, déplacer des planches, c'était trop fatigant pour moi. Ça a été la grande erreur de ma vie. Aujourd'hui, j'ai besoin d'un stage, d'un travail. Je suis en train de chercher, j'espère trouver. Lui aussi veut refaire sa vie en Allemagne. Ahmad Cherzai a déjà trouvé des amis, un parrain. Et ça se passe bien, la formation ? Oui, ça se passe très bien. Début août, il a commencé une formation. Un an qu'il attendait ça. Nous voulons vivre avec vous et travailler, et pas seulement recevoir de l'argent en cadeau. J'ai vite commencé à chercher du travail, ou une formation dans la métallurgie, ou comme mécanicien. Elle a accueilli les réfugiés dès le début. La maison des jeunes de Templin qu'elle dirige est devenue un point de rencontre entre les habitants et ces nouveaux arrivants. Mais aujourd'hui comme hier, elle est consciente des limites de son action.
Il faut être bien conscient que nous n'avons pas les conditions suffisantes pour bien les intégrer. Malgré toute notre bonne volonté, il nous manque ici les structures nécessaires pour relever les défis de l'intégration. En un an, plus de 300 réfugiés sont passés par Templin. Beaucoup sont repartis, faute de trouver un logement, un travail. Pour ceux qui sont restés, le processus d'intégration ne fait que commencer et devrait durer encore de nombreuses années. Alors, Amaury, au-delà de l'exemple dans cette petite ville, plus généralement, quel est le sentiment des Allemands face à l'arrivée de tous ces réfugiés ? Ils sont assez partagés, en tout cas si l'on en croit les sondages qui ont été réalisés ces derniers jours et qui sont parfois assez contradictoires. Ainsi, il y a une très courte majorité des Allemands qui pensent que cet afflux de réfugiés va avoir un impact positif sur l'économie, mais ils sont aussi une courte majorité à penser que cela va avoir un impact négatif sur le système éducatif ou le système social. Les Allemands, en fait, sont assez désorientés, mais il y a une chose qui est assez claire, c'est qu'ils sont une grande majorité aujourd'hui à ne plus croire Angela Merkel quand elle dit « nous y arriverons » et ça a une conséquence très concrète dans les urnes avec une forte poussée du parti populiste. On l'a encore vu hier dans la région du Mecklembourg-Poméranie. On votait pour renouveler le Parlement régional et les populistes de l'AfD sont arrivés deuxième. Ils ont dépassé la CDU d'Angela Merkel. Alors les prochaines grandes élections législatives, c'est dans un an, mais l'année qui vient s'annonce d'ores et déjà très compliquée pour Angela Merkel. Merci. Justement, il sera question de ça dans les unes des journaux que vous n'avez peut-être pas encore lus. Bonjour. Oui, bonjour William, bonjour à tous. Comme souvent le lundi, la presse avance en ordre dispersé. Cela va de Libération, qui revient donc sur la déculottée électorale d'Angela Merkel, devancée dans son propre fief électoral par l'extrême droite, aux Parisiens qui titrent sur le scandale qui pollue le gouvernement autant qu'il contamine la Méditerranée. Je parle bien sûr des rejets toxiques de cette usine de Gardanne dont Manuel Valls approuve l'activité aux grandes dames de Ségolène Royal. Il est aussi question des banques qui rouvrent les vannes du crédit, ça c'est dans les Échos, du Brexit avec la rentrée du Parlement britannique qui va devoir se pencher sur la pétition en ligne signée par 4 millions de personnes qui réclament la tenue d'un second référendum, ça c'est dans la Croix, ou encore des tensions à droite dont le Figaro estime que pour l'heure elles sont contenues. Mais la pépite du jour, eh bien, vous la trouverez dans le Parisien. Elle concerne un village situé au sud de Naples, Acciaroli. C'est le nom de ce village de 700 âmes, abrite pas moins de 81 centenaires. Donc, près de 12% de la population a plus d'un siècle dans ce village. Alors cela a conduit des chercheurs américains et italiens à s'installer sur place pour percer le secret de l'élixir de jouvence de ses habitants. 6 mois de présence, d'enquête, d'études. Alors, ils ont conclu que d'abord l'alimentation était particulière dans ce village. Les habitants d'Acciaroli sont pour la plupart des adeptes du régime méditerranéen qui d'ailleurs a été identifié dans cette région il y a une 60aine d'années. Ils mangent beaucoup de poissons qu'ils arrosent d'un filet d'huile d'olive. Ils mangent aussi beaucoup de produits qu'ils cultivent eux-mêmes, ce qui les met à l'abri de la malbouffe et des pesticides. Le romarin est aussi cité par les scientifiques. Il améliore les capacités du cerveau. D'ailleurs, à Acciaroli, on ne sait pas ce qu'est la maladie d'Alzheimer. Deuxième point, l'activité physique régulière. Le village étant construit sur une pente, eh bien, ses habitants ne cessent d'en arpenter les rues escarpées. Ils marchent beaucoup, mais ils jardinent aussi. Les chercheurs insistent sur cet aspect. On dit beaucoup qu'il faut faire du sport, mais derrière ce mot, il est surtout question de se bouger, d'avoir une activité physique, pas forcément de battre des records. Et enfin, troisième secret des habitants d'Acciaroli, l'activité sexuelle, William. Elle serait plus intense, plus soutenue dans ce petit coin de la côte amalfitaine qu'ailleurs. Alors l'étude... On ne sait pas pourquoi. Pourquoi il y a plus d'activité sexuelle ? Oui. Non, mais on sait que ça donne de bons résultats en termes de longévité. Alors l'étude a été tellement fructueuse que les scientifiques envisagent de créer sur place un centre international d'études de la longévité, quitte à troubler la quiétude. Vous les avez aperçus peut-être tout à l'heure sur la photo d'Antonio, qui a 100 ans et qui est marié à une jeunette de 93 ans. Vous verrez tout ça dans Le Parisien ce matin. En tout cas, le nombre des super centenaires, c'est-à-dire qui ont plus de 100 ans, on en trouve 4 en France, 4 en Italie, 9 aux États-Unis et on le voit sur la carte, 21 au Japon où l'archipel d'Okinawa concentre la plus forte proportion de centenaires dans le monde. On y mange notamment du goya, une courge sèche, riche en vitamine C, d'excellente réputation. On y est aussi très actif. Est-ce qu'on vend du goya en France ? Excellente question dont on vous donnera la réponse tout à l'heure. À plus tard.
Bonjour Jean-Christophe Lagarde. Bonjour. Alors les regards sont tournés vers Calais ce matin. Les riverains, les routiers se mobilisent. Est-ce qu'on a tout essayé à Calais ? Non, je ne crois pas, mais d'abord, moi je suis allé à Calais il y a quelques mois, sans les caméras, juste pour voir. L'exaspération et la situation est réellement très grande. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Ça fait 13 ans que ça dure, alors 13 ans si j'ose dire dans le secteur, et 5, 6 ans, 7 ans à Calais. L'exaspération est très grande, la perturbation économique, le désespoir d'un certain nombre de commerçants, de leurs employés, qui tout simplement ont vu fuir leurs clients, et en même temps, ils comprennent bien qu'il y a là des gens qui sont dans une situation dramatique. D'où vient le problème ? En 2003, Nicolas Sarkozy a, par les accords qu'on appelle du Touquet, créé une frontière en France pour protéger l'Angleterre. Et il se trouve que cette frontière en France pour protéger l'Angleterre, comme elle n'est pas tenue, comme elle n'est pas respectée, elle crée une zone de non-droit où des gens qui n'ont pas forcément vocation à rester en France, qui veulent passer en Angleterre, restent là en attendant. Le constat, tout le monde est d'accord là-dessus, Jean-Christophe Lagarde, celui que vous venez de faire. Le problème, ce sont les solutions. Le gouvernement annonce un démantèlement, énième démantèlement de la jungle de Calais. Est-ce que vous croyez encore, Bernard Cazeneuve, au moins son volontarisme politique dans ce dossier ? Non, parce qu'il n'est pas le premier. On avait promis de démanteler Sangatte et on a créé Calais. Calais, avant l'alternance politique et aujourd'hui, existait et n'a pas été démantelé. Moi, je crois qu'il faut d'abord et avant tout appliquer les lois de la République. Parmi les demandeurs qui existent aujourd'hui à Calais, des demandeurs d'asile, il y a des tas de gens en réalité qui sont de faux demandeurs d'asile. Ces gens-là doivent être conduits dans leur pays. Je ne comprends pas pourquoi on ne le fait pas depuis si longtemps ou qu'on le fait au compte-gouttes. Premier élément. Deuxième élément, il y a des demandeurs d'asile et ceux-là ne doivent pas rester dans ces espèces de terrains vagues avec les barbelés invraisemblables. Si on va sur place, on a l'impression d'être en zone de guerre. Et donc les gens ils vont où vivent ceux-là ? en zone Ils de veulent guerre. passer en Grande-Bretagne, on les laisse à passer ? partir du moment où ils demandent l'asile, s'ils demandent l'asile en France et qu'ils sont demandeurs d'asile et qu'ils y ont droit, ils doivent l'avoir. Et si c'est en Grande-Bretagne, effectivement, il faut négocier avec la Grande-Bretagne pour qu'elle l'accepte. Il se trouve que dans le cadre du Brexit, entre guillemets, on a une capacité de négociation plus grande avec la Grande-Bretagne. Mais je voudrais dire une chose. C'est pas la peine de faire des promesses en France pour dire qu'ils vont partir en Grande-Bretagne, parce que partir en Grande-Bretagne, ça nécessite l'accord de la Grande-Bretagne. Donc il y a une négociation, mais il ne faut pas faire des promesses qui laisseraient une fois de plus les gens de Calais et l'ensemble des Français dépités. Ça fait 10 ans que ça dure. C'est pas la peine de promettre la Lune pour demain. Ça sera pas si simple que ça. Promettre la Lune, vous faites référence à la promesse de Nicolas Sarkozy Non, qui dit on qu'il a faut parlé- un centre fermé en Grande-Bretagne pour traiter les demandes d'asile. Par exemple, ça, ce serait possible ? Je crois que la Grande-Bretagne le refusera et donc on fait quoi ? On envoie l'armée, c'est ce que dit la maire de Calais. Il vaut mieux, oui, l'armée c'est un problème de sécurité. Elle se sent débordée, la population aussi, et je peux concevoir. Il faut assurer la sécurité autour de Calais. Il faut aussi appliquer la loi en expulsant les gens qui n'ont rien à faire sur notre territoire, pardon de vous le dire comme ça. Et puis, pour ce qui est des demandeurs d'asile, les accepter quand leur demande est assez valide. C'est assez simple. Si on appliquait nos principes, on aurait moins de propos en l'air et pas des promesses réitérées de fermeture du camp par M. Cazeneuve et par d'autres avant lui, qui finalement ne prennent jamais effet. Angela Merkel paye cher son discours d'accueil aux migrants. Elle est devancée dans son fief par l'extrême droite dans une élection régionale. L'humanité, la main tendue, c'est inaudible en ce moment en Europe ? Je ne crois pas que ça ait été inaudible, mais je pense que ça n'est pas organisé, qu'on subit un problème qu'on fait semblant de gérer. Je veux m'expliquer. L'Allemagne a besoin de centaines de milliers de personnes qui viendront de l'étranger parce que sa démographie est faible, qu'il n'y a plus de jeunes pour remplacer les anciens. Et donc Angela Merkel, elle a ouvert la porte, mais elle l'a ouvert trop vite et n'importe comment, disons les choses comme elles sont, sous la pression du drame syrien et irakien, avec ces milliers de réfugiés qui traversaient la Méditerranée, qui arrivaient en Europe. Et ça n'a pas été géré ensemble. Et ça aurait dû être géré au niveau européen. Ça l'a été bien tardivement pour ce qui concerne l'accueil des réfugiés, et ça ne l'est toujours pas très bien. Et ça l'a été encore plus tardivement pour surveiller nos frontières. À l'UDI, Mais ce sont des résultats qui vous inquiètent ou pas, Jean-Christophe à l'UDI, Lagarde ? nous voulons des gardes frontières européens qui garantissent nos frontières extérieures. Et on n'aurait pas aujourd'hui cette problématique en Allemagne et en Europe si on avait su garder nos frontières à temps. Ce sont des résultats politiques qui vous inquiètent très vite ? On voit d'ailleurs, très franchement, en Allemagne, en France, aux États-Unis, que les populismes montent parce que nos sociétés sont en crise. Est-ce que ça veut dire qu'ajouter de la crise à la crise, ça trouve une solution ? Ce n'est pas mon point de vue. Est-ce que vous avez eu des nouvelles d'Emmanuel Macron ? Non. C'est curieux quand même. Pourquoi ? Parce que vous aviez dit que vous étiez favorable à un dialogue avec Emmanuel Macron. Il aurait pu vous envoyer un message, non ? Moi, je pars d'un principe simple. Quand des gens expriment des idées qu'on peut partager sur l'économie, c'était le cas quand il était ministre de l'économie, et qu'il rompe avec le président de la République, c'est le cas d'Emmanuel Macron, quitte le gouvernement, il dit « je suis en désaccord », le président a fait le travail à moitié, je trouve qu'il n'a même pas fait la moitié du travail.
je ne vois pas pourquoi on ne dialoguerait pas, parce que ce qui tue la société française, c'est que la société politique la paralyse. Je veux juste vous dire une chose. Je suis consterné de voir tous ces gens qui, quand M. Macron était au pouvoir, était au gouvernement, disaient que finalement ce qu'il disait était plus intelligent que le reste du gouvernement, et quand il quitte le gouvernement, ils disent qu'il ne faut pas lui parler. Des gens de gauche lui tournent le dos, je peux le concevoir, mais pour une fois qu'il y a quelqu'un de gauche qui dit être prêt à parler avec les gens de centre et de la droite, je pense que la droite et le centre ne devraient pas se donner le ridicule de fermer la porte. C'est juste que parfois, Jean-Christophe Lagarde, on a du mal à vous suivre. On vous a vu bras dessus, bras dessous avec Nicolas Sarkozy pour négocier des accords pour les régionales notamment. Et aujourd'hui, on vous entend dire que vous pourriez parler avec Emmanuel Macron, qui se présente lui-même comme un candidat de gauche réel. D'abord, il n'est pas candidat, je vous le ferai observer. Deuxièmement, moi, je ne fais pas de la politique par réflexe. Je ne fais pas de la politique pavlovienne. Je ne considère pas que quelqu'un est bon et mauvais en fonction de l'endroit où il se trouve. Vous me dites que j'étais bras dessus, bras dessous avec Nicolas Sarkozy. On a négocié des accords et des alliances pour les élections départementales, pour les élections régionales. Ça a permis des alternances. Il n'a pas souhaité que ces accords aient lieu pour les élections nationales. Mais moi, je crois surtout qu'on a besoin d'avoir une recomposition politique en France. Vous voyez bien qu'au sein des Républicains, il y a des gens qui ne pensent absolument pas la même chose. Et M. Macron n'a rien de commun avec M. Montebourg, M. Hamon, que je combats. Et je pense qu'à un moment donné, il faudrait que les gens qui aient les mêmes idées se retrouvent après une alternance dans une majorité qui fasse bouger les choses en France. Le problème de la France, c'est que c'est la seule en panne économiquement et socialement en Europe. Tous les autres ont redémarré. On va me dire que la reproduction du système politique actuel, ça va permettre à la France de redémarrer. Je n'y crois pas, les Français non plus. Merci Jean-Christophe Lagarde. Surveillez quand même votre téléphone portable, on ne sait jamais. C'est à vous, William. La maîtresse avait des méthodes avancées. Au premier de la classe, elle promit un baiser pour de bon, un baiser libertin, un baiser sur la bouche, enfin bref, un patin. Voilà, vous connaissez ça depuis quelques années. Si vous avez des enfants qui sont en scolarité, et c'est pas fini, c'est les fameux devoirs à la maison. Au début, on est concentré, puis après, on est un peu crispé. Alors, il y a quelqu'un, c'est un professeur qui a une excellente idée. Il a écrit un ouvrage. Comment s'appelle cet ouvrage ? Chouette, c'est l'heure des devoirs. Alors, Chouette, c'est l'heure des devoirs. C'est pas une blague, hein, c'est vraiment le titre de ce livre écrit par un papa d'abord. Un papa de 3 enfants qui est, de surcroît, professeur et qui un jour en a eu ras-le-bol de la corvée des devoirs à la maison, parce qu'avec 3 enfants, évidemment, il savait ce que c'était. En écrivant ce bouquin, à l'allure de recettes, on dirait un petit livre de recettes de cuisine, en fait, et son idée, c'est d'arrêter la souffrance à la fois des enfants, mais aussi des parents, entre 17h et 19h, l'énorme souffrance que peuvent représenter les devoirs, moment incontournable de la scolarité. Alors, comment faire ? Il donne plein d'astuces, 50 idées pour aider l'enfant à travailler joyeusement à la maison grâce à la pédagogie positive. Et la pédagogie positive, c'est une série de petites astuces pour changer les rituels, changer les codes et surtout changer l'ambiance à la maison. Pourquoi ? Parce que l'ambiance à la maison ne doit pas être celle de l'école. La maison, c'est pas l'école et le parent n'est pas un ersatz de professeur, c'est pas un professeur bis. Alors, on a sélectionné une petite série d'astuces. Nous en avons retenu quelques-unes en images avec des enfants, évidemment. Stop le foot. On va faire le... Pourquoi ? Parce qu'on va faire le haka des devoirs. Est-ce que vous connaissez ? L'idée générale du livre, c'est de porter un regard décalé sur ce moment des devoirs qui est souvent un moment de tension et de changer l'ambiance, de changer les façons de faire pour que ça devienne un moment de plaisir et qu'on ne reparte pas sur une année de stress avec cette idée des devoirs. On les aura. On peut commencer par exemple par le haka des devoirs. En fait, c'est comme l'équipe de rugby néo-zélandaise, c'est-à-dire qu'on va pousser un cri de guerre, on va pousser une petite chanson avant de s'y mettre. Les devoirs, on les aura. Les devoirs, on les aura. Deuxième exemple, planter une tente dans la maison. Alors, on prend un tissu ou un grand drap qu'on jette sur la table et puis l'enfant va avoir sa cabane, il va s'installer, on peut lui apporter son goûter à ce moment-là et ça lui permet de se couper de l'ambiance de la maison aussi, parce que parfois l'ambiance peut aussi être un petit peu tendue, et d'avoir son univers à lui, de ne pas avoir d'écran aussi, de se coucouner un petit peu sous cette toile de tente. On coupe le jus. Alors on coupe le jus, ouais, ça c'est super, c'est-à-dire qu'on va improviser une panne d'électricité. Générale. Allez Benjamin, stop, on va jouer à un nouveau jeu, la panne d'électricité. Là, on cloue le bec à tous les écrans, à tout le monde d'ailleurs, tout le monde joue le jeu. On sort les bougies, les lampes torches. Alors, on en était où, Benjamin ? Allah. Vas-y, je t'écoute.
tes poids. L'idée, c'est de créer une ambiance particulière qui change, puisque d'abord son champ de vision est beaucoup plus restreint. On est un petit peu comme un agent secret qui va chercher des infos et il y a une intimité dans l'obscurité qui n'existe pas quand tout est allumé, quand tous les écrans sont allumés. Les perceptions changent. Il était une fois 3 petits cochons qui avaient décidé de construire une maison. Le dos à dos, ça peut être pour les plus grands. D'ailleurs, je l'ai fait avec mon fils quand il a révisé son bac de français. Donc l'enfant ou l'ado a son cahier ou sa leçon à réviser devant lui, ou alors s'il la sait déjà, c'est le parent qui va la voir. Et on communique comme ça, sans se voir. En fait, du coup, l'enfant est libéré du regard de ses parents. Puis il y a un contact physique. Enfin, quand ils sont grands, ils n'ont plus trop envie de faire des câlins, donc c'est l'occasion de réviser la leçon autrement. Et puis surtout de montrer à son enfant qu'on est complètement disponible à ce moment-là. Du français, tu aimes la poésie? Oui. Alors vas-y, je t'écoute. Je pense que l'idée, c'est de leur demander d'abord s'ils ont besoin d'aide, parce que c'est ça qui va les rendre autonomes. Est-ce que tu as envie que je t'aide? Est-ce que tu as besoin que je t'aide? Donc déjà ça change tout, mais il ne faut surtout pas essayer de remplacer l'instituteur ou le maître d'école. On est d'abord leurs parents. Il y a des signes d'espoir dans les regards. Bon, il faut être imaginatif, parce qu'on ne peut pas faire ça tous les jours, le coup de la panne, le coup des bougies, mais il faut trouver quelque chose pour arriver à détourner. Rigolo, et puis ne pas hésiter à inverser les rôles aussi. Ça, c'était des enfants en primaire, mais pour les collégiens, les lycéens, ça peut marcher aussi, notamment en inversant les rôles. Vous allez demander à l'enfant de vous expliquer la trigonométrie, par exemple. Nous, on ne comprend plus rien, mais si eux commencent à vous expliquer un problème, en vous expliquant, ils vont trouver les passerelles, les astuces pour comprendre, les schémas, et en bloquant sur une explication, ils vont eux-mêmes trouver la réponse. Ça les oblige à comprendre le problème parce qu'ils doivent vous l'expliquer. Faire des fausses copies aussi en mettant des bêtises, ça permet de désacraliser et de relâcher la pression. Et puis, il y a une petite astuce qu'ils donnent aussi, bon ça les profs vont nous en vouloir, c'est quand il y a vraiment trop de stress, l'enfant n'en peut plus, il est sursaturé, vous pouvez une fois de temps en temps faire l'école buissonnière avec votre enfant, ça crée l'intimité. On sèche le cours. On sèche le cours et on fait un mot au prof. Ce matin, tu ne vas pas aller à l'école. Je t'autorise à ne pas aller à l'école. Je te fais un mot. On va gruger ensemble, mais on est copains, on est solidaires. Mais ça vaut une fois. Allez. Oui, une fois. Tous les 5 ans. Ça désacralise un petit peu et ça remet de l'intimité entre le parent et l'enfant. Il va s'en prendre une, le prof, par l'inspecteur d'académie. Chouette, c'est les devoirs, c'est assez rigolo. Cette rubrique pourrait s'appeler Cocorico. De temps en temps, avec Isabelle Martinet, on parle du savoir-faire français, du produit français fabriqué en France, et bleu, blanc, rouge, etc. C'est dans l'actualité de la consommation. Là, il s'agit de choses qu'il faut mieux faire maintenant. Si vous avez peur du froid qui va pas tarder à arriver, un de ces quatre, protégez-vous. Alors les fenêtres en bois, s'il vous plaît, en bois français. En bois français, absolument, doublement français. Pourquoi D'abord parce que c'est du bois qui vient de France. Oui. Et ce n'est pas forcément toujours le cas dans les fenêtres en bois. Vous avez quelquefois des fenêtres qui sont réalisées à partir de bois exotiques, donc du bois qui vient de loin, et l'impact carbone est évidemment beaucoup plus important. Deuxième axe, franco-français, cocorico, un beau coq, c'est fabriqué en France. Là aussi, ça n'est pas toujours le cas. Vous avez des fenêtres qui sont fabriquées à l'extérieur, par exemple en Pologne. La fenêtre en bois, les avantages... Comment est-ce qu'on va reconnaître une fenêtre polonaise? Eh bien, ça dépend de l'entreprise avec laquelle vous allez travailler. Cette nouvelle entreprise qui vient de se créer garantit tout cela. Avec une fenêtre bois, vous avez évidemment le côté esthétique, vous avez le côté sur mesure, vous avez le côté « je m'adapte à tout type de façade, au contemporain comme à l'ancien », ce qui ne remet pas en cause, je dirais, le bien fondé, la valeur et tout ce qu'il y a de bien dans les autres systèmes comme l'aluminium ou le PVC. Mais là, l'actu, c'est vraiment sur la naissance de cette entreprise qui propose uniquement des fenêtres en bois. Dernière actualité, non des moindres. À la mode, ça. Vous savez, à une époque, là. Absolument, mais ça revient. Alors, les problèmes qu'il y avait sur la fenêtre en bois, c'est qu'on se disait, oui, c'est très beau, mais le problème, c'est que la peinture ne tient pas. Et c'est vrai qu'une peinture, il faut la refaire fréquemment. Eh bien, ça aussi, c'est terminé. Vous allez voir que la peinture est garantie longtemps. Je n'en dis pas plus. Visite d'un chantier avec l'entrepreneur. Nous fabriquons la fenêtre française. Notre usine est en Creuse. Et nous travaillons avec du chêne français issu exclusivement de forêts durablement gérées. Nous répondons donc à la demande aujourd'hui du Made in France et nous répondons aussi à l'enjeu planétaire de sauvegarde de notre planète.
Nous fabriquons nos fenêtres exclusivement en bois et en sur-mesure pour répondre à toutes les attentes de nos clients, aussi bien dans le monde traditionnel que dans les demandes plus contemporaines ou plus modernes. Le bois a l'avantage d'être un véritable outil de déco. Nous vendons du meuble aujourd'hui. Le bois est plus performant en tout ce qui est isolation acoustique, est meilleur retardataire d'effraction que tous les autres matériaux et surtout vous pouvez refaire votre intérieur à la couleur que vous voulez et on peut même vous proposer des finitions bicolores en choisissant une couleur pour l'extérieur, une pour l'intérieur et pouvoir la changer si vous le souhaitez au fil du temps. Nous avons une maison ancienne du 19e siècle et pour nous, c'était une évidence de mettre des fenêtres en bois pour le rendu. Nous en avons changé déjà quelques-unes. Nous étions très satisfaits de l'isolation phonique et thermique, donc nous continuons dans cette voie. Et nous avons choisi un fabricant français qui nous proposait une garantie de 10 ans sur les peintures. Aujourd'hui, nous garantissons la peinture sur nos fenêtres 10 ans. C'est une révolution. Nous avons beaucoup travaillé sur ce point pour que les gens n'aient plus à repeindre leurs fenêtres en bois. Le bois et l'aluminium sont dans des prix similaires, sont un peu plus onéreux que le PVC, mais dans un niveau de prix tout à fait abordable pour tout le monde. Aujourd'hui, si vous changez vos fenêtres pour des fenêtres isolantes comme les nôtres, vous pouvez économiser jusqu'à 20% sur vos consommations d'énergie. Et vous pouvez aussi bénéficier d'un crédit d'impôt de 30% pour votre résidence principale. Méthode française, bois français, le vent est même français qui passe dessous. Garantie 10 ans la peinture, 10 ans, fabuleux. plus qu'un mariage tragique. Alors oui, on peut voir ça comme ça. En tout cas, il est possible que la fenêtre dure plus longtemps. Ça peut arriver, ça peut arriver. Et puis n'oublions pas que l'isolation, c'est la base de l'économie d'énergie. Une fenêtre mal isolée, vous chauffez les moineaux. Donc tant qu'à faire, si vous changez vos fenêtres, ben oui, si vous chauffez, ça tient pas, vous chauffez les moineaux. Vous chauffez les moineaux. Alors c'est sympa pour les moineaux, mais c'est moins sympa pour votre facture d'énergie. Tu chauffes les moineaux. Mais oui. Ah ouais. Donc attention à ça, l'isolation, c'est le moment. Il y a des gens très bien qui font de la réclame pour il y a des moineaux très bien aussi. Des moineaux et des animateurs de télévision qui font, bien sûr. Merci beaucoup, mademoiselle Martini. À plus tard. Voici un instant d'éternité. C'est bon d'apprendre à prolonger un défi. Allez. Oui, je suis sourde. Nous allons parler de l'actualité du cinéma avec Charlotte Bouteloup qui a vu Éternité. C'est un film du Vietnamien Tran Anh Ung. Alors vous ne connaissez peut-être pas. Elle va. C'est pas facile à dire. Tran Anh Ung. C'est entraîné. Charlotte va vous expliquer qui est ce jeune homme. Alors, quand on le regarde, quand on voit cette image particulièrement bien travaillée, ces belles couleurs, cette ambiance très poétique, on dit que c'est un film un peu à l'ancienne, non? À l'ancienne, contemplatif, onirique, c'est très beau, c'est la belle campagne, les très chic demeures de la haute société française, fin 19e, durant un siècle, 20e siècle, et effectivement, on a même l'impression d'être dans un tableau. Alors c'est un film où on parle pas beaucoup, c'est un film d'auteur, si vous voulez, mais ça ne veut pas dire un film ennuyeux, mais je préfère prévenir quand même que c'est un petit peu contemplatif. Il n'y a pas de cascade. Ah non, aucunement. Alors ça s'appelle Éternité. Il n'y a pas Avenger avec... non, c'est pas Jason Bourne. C'est Audrey Tautou dans un film vietnamien. Tran Anh Ung. Pas que, non. Il y a Bérénice Bejo, il y a Mélanie Laurent, il y a Jérémy Régnier. Tran Anh Ung, il a 53 ans. Il vit en France depuis l'âge de ses 13 ans. Donc on peut dire qu'il nous connaît bien. Son premier film, L'odeur de la papaye verte, avait reçu... Et c'est connu pourquoi? Oui, enfin si je vous dis qui jouait dedans, vous êtes incapable de me le dire. C'est connu parce que le titre était déjà très beau. Hein. Oui, j'ai une papaye. Et qu'il avait eu la Caméra d'Or qui récompense les premiers films à Cannes et un César. Après, il avait fait un autre film, Cyclo, qui avait reçu le Lion d'Or à Venise. Donc c'est quand même un grand cinéaste dont je vous parle aujourd'hui. Il adapte un roman d'Alice Ferney qui s'appelait L'élégance des veuves, paru en 95. Le titre est très bien parce qu'il résume très bien ce qui se passe. On va suivre donc durant un siècle le destin de 3 femmes. Ces 3 actrices, Audrey Tautou, Bérénice Bejo, Mélanie Laurent, toutes 3 issues de la haute société française qui vont être touchées par le deuil. Perte d'un mari, perte d'un enfant ou de petits-enfants. C'est un film qui nous parle de notre rapport à la mort, au deuil, à la transmission. Donc oui, ce n'est pas un film gai, mais c'est un film très beau, où on ne parle pas beaucoup, c'est vrai. Enfin, je vous rassure, il y a des dialogues quand même.
mais c'est contemplatif. Alors, nous avons rencontré Oui, c'est Audrey vrai. Tautou. Si vous n'avez pas compris... Voilà, Audrey Oh, Tautou qui a une coiffure, il faut que je vous prévienne quand même, on Oui. dirait qu'elle est un peu punk, elle a les cheveux rouges. Elle est en train de tourner à New York pour John Turturro. Quoi donc, c'est assez original, un remake des Valseuses. Oh. Alors on sait qu'il y a Donc, c'est Suzanne yo-yo. Sarandon, voilà, John Turturro qui jouera également, et un certain Bobby Cannavale qu'on a vu dans des séries et qui était dans Blue Jasmine, vous Alors savez. c'est eux qui font Depardieu de verre. Alors, John Turturro dit c'est un mélange des Valseuses pour l'histoire et dans le traitement de The Big Lebowski. Voilà, on n'en ouais. sait pas plus. Et Audrey Tautou joue le rôle de Miu Miu. Miu, sûrement. Alors Suzanne Sarandon, elle doit faire dans le film avec Jeanne Moreau, peut-être. Voilà. Bon, bah voilà. Bon, on a rencontré mais ça, c'est Audrey autre Tautou chose. pour éternité. Bonjour Audrey. Bonjour Charlotte. On peut pas dire, Audrey, quand même, que, comme certaines actrices, on vous voit dans 3 films par an. Vous choisissez bien vos rôles. C'est quoi, par discrétion ou par envie? Moi, je fonctionne de manière très instinctive. Ouais. Et voilà, il y a des moments où j'ai plus envie de faire des choses pour moi et de me consacrer à mes autres passions. Voilà, comme la photo, on en parlait, ou les voyages, l'écriture, enfin plein de trucs, quoi. Mais c'est le vrai luxe, en fait, de pouvoir faire un petit peu ce qu'on veut. Bah, c'est le luxe et en même temps, c'est quand même prendre un petit risque parce que c'est vrai que quand on échappe un peu aux médias et à l'exposition, on peut être aussi un peu oublié. Mais c'est comme ça. J'ai toujours été comme ça et je n'ai pas l'impression que j'arriverai à changer. Maman, cela vous ferait-il plaisir d'être grand-mère? Ce réalisateur vietnamien, les cinéphiles le connaissent, pas le grand public français. Alors, Tran Anung, que vous évoque son cinéma? Vous aviez vu L'odeur de la papaye verte? Quand j'ai découvert L'odeur de la papaye verte, à sa sortie, je sais pas, il y a 15 ans, j'avais gardé un souvenir inoubliable de ce film et de sa sensualité, un sens esthétique très particulier, très différent du cinéma français. Et quand j'ai lu le scénario, que j'ai découvert le roman avec cette histoire tellement française, de cette famille nombreuse qu'on voit évoluer sur un siècle, j'étais très curieuse de ce que l'objet final pourrait donner mis entre les mains d'un metteur en scène comme lui. À la fin du film, Audrey, on vous découvre vieille. Est-ce qu'après tout, c'est un rôle comme un autre, ça n'est que du cinéma, ou est-ce qu'on ressent quelque chose de particulier? Non, moi c'était trop loin de moi pour que je puisse me l'approprier. Oui, vous avez un petit peu de marge. Non, mais même, c'est vrai que moi, mon personnage évolue tout au long de l'histoire. Donc, je suis passée par tous les âges. Mais je ne peux pas dire que ça m'est traumatisé plus que ça. Non, pas du tout. Quand vous avez découvert le film, après le montage, vous étiez fière, heureuse, surprise peut-être? J'étais très surprise. Je pense pas que ce sera un film qui laissera indifférent. Enfin, je crois que c'est pas possible. Il a trop de personnalité, mais il est tellement loin de tout ce qu'on voit, je trouve. Moi-même, ça m'a déstabilisée, mais en bien. Si on a un peu de curiosité, c'est assez intriguant, quoi. Merci beaucoup, Audrey. Bah non, je vous en prie. Alors, on la voit sur quoi? Plusieurs décennies, là, parce qu'on la voit... On la voit sur oui, on la voit à 90 ans. D'accord. Voilà, vieillie vive les effets numériques. Ça sort ce mercredi, William. Merci beaucoup, Charles. Pas mal, ça, cette interprétation-là. Bon, on commence par qui? On va commencer par une devinette. Tiens, ça va en surprendre plus d'un. M. Pokora va sortir un album de reprise d'une star. Mais laquelle? Une star de l'époque yéyé. Oui. On n'y pense pas comme ça, Alors, a priori. Hein. Allez-y, non, un mot, un nom, allez. Deux prénoms. Non, l'autre. Qui? Johnny? Non, l'autre. Non. L'autre. Non, il n'est plus là. Hein. Eddie? Non. Non, qui est plus là. Claude François. Ah, Claude François, bien sûr. Claude François Claude. M. Pokora en Claude François. J'avoue que c'est pas ce qui nous vient immédiatement à l'esprit. Alors ça lui a pris en 2012. Dans une émission télé, il a chanté comme d'habitude. Et, dit-il, ce matin dans Le Parisien, j'étais dans un état second.
Ça l'a troublé, il s'est mis à écouter Clo-Clo et il s'est trouvé plein de points communs avec lui, notamment le mélange du chant, de la danse, du show, de la mise en scène. Donc il va reprendre des chansons telles que Belinda, Belle, 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 Alexandrie, Alexandra, comme d'habitude évidemment. Et en mars, nous aurons droit à un show. Un show, qui dit show Claude François, dit show avec des Claudettes, mais ça ne s'appellera pas les Claudettes, on appellera ça les MPs, paraît-il. Les MPs. MPs, MPs. Parce que Pocorette, c'était pas terrible. Pocorette, c'était moyen. Alors, et il fait tout ça, il faut le dire, avec la bénédiction de Claude François Junior, le fils de qui vous savez, qui voit en lui tout simplement le successeur de son père. Il s'en ouvre ce matin dans le Parisien. Et surtout, il a apprécié qu'M. Pokora vienne lui parler de son projet, parce que légalement, il ne pouvait pas s'opposer à un album de reprise, puisque toutes les chansons sont tombées dans le domaine public. Paul Naref, Michel de son prénom, interview fleuve dans l'Humanité ce matin. Alors, il faut savoir que samedi, il y aura la fête de l'Humanité. Paul Naref y participera. Ça fait 46 ans qu'il n'était pas venu. Il chantera Goodbye Marilou, La poupée qui fait non, 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 Le bal des Lazes, etc. Et alors, il dit ce matin dans l'Humanité... Le bal des Lazes. Le bal de Laz. Moi, j'ai compris le bal des nazes. Non, pas le bal des nazes. C'est curieux. Le bal de Laz. Alors, il garde toujours, nous dit-il ce matin dans l'Humanité, le contact avec ses fans à travers les réseaux sociaux. Mais on lui pose la question, communiquez-vous en direct? Et il dit oui, absolument, je n'ai pas de modérateur. C'est pas un chanteur qui s'abrite derrière des petites mains qui tweeteraient ou qui facebookeraient pour lui, non. Il parle directement. Pourquoi? Parce qu'il aime les nouvelles technologies. Il rappelle qu'il avait fondé le premier site polnareff.com en 96. Il avait même fondé Minitel 3615 Polna à l'époque. Donc c'est quand même rare pour être souligné. Il parle directement à ses fans. Et puis alors, comme il vit aux États-Unis depuis 73, on lui demande « Es-tu plutôt Trump ou Clinton ?» Et il répond « Trump me fait marrer. Mais vous savez, on ne vote pas pour celui qu'on aime, mais contre celui qu'on n'aime pas. » Donc, il dit Trump me fait marrer, donc on peut imaginer qu'il l'aime bien. Il ne cite pas Clinton, donc on peut imaginer qu'il ne l'aime pas trop. Donc, s'il votait, il voterait plutôt Trump que Clinton. Mais ça, c'est du jus de crâne personnel. Voilà. Si vous voulez en savoir plus, vous lisez l'interview de Paul Naref ce matin dans l'Humanité. Non, mais c'est marrant qu'un chanteur sous-entende qu'il aime bien Trump dans les colonnes de l'Humanité, dont c'est le pire ennemi, l'incarnation du diable. Peut-être un peu de provoque aussi, pourquoi pas. Merci. Bon, l'actualité dans tous les domaines culturels, bien sûr, comme tous les matins. Là, il s'agit du spectacle vivant et du théâtre en particulier. Avec Jean-Philippe Viau, nous avons choisi cette semaine une des comédies incontournables de cette rentrée théâtrale particulièrement riche. Vous allez le voir si vous suivez Télématin avec cette année, avec des gens que vous connaissez bien, que vous retrouvez sur scène. Allons-y. Eh bien oui, c'est tout à fait cela. Cette nouvelle saison du spectacle vivant a de quoi satisfaire presque tous les publics, que ce soit d'ailleurs en région ou dans la capitale. C'est le cas aujourd'hui avec cette intéressante comédie signée David Farao, Mariage et châtiment. Daniel Russo et Laurent Gamelon en sont les têtes d'affiche, aux côtés des séduisantes Delphine Rich, Fanny Outero et Zoé Nonne. Ça se joue en ce moment même à Paris, au Théâtre Hébertot, dans une mise en scène de monsieur Jean-Luc Moreau. Ce matin, en m'habillant, j'ai eu un doute, figure-toi. Un doute? Un gros doute. En me regardant dans la glace, je me suis dit, qu'est-ce qu'elle me trouve? Ce sont deux amis d'enfance. Édouard et Fred. L'un est marié avec Marianne et moi je suis sur le point de me marier. Et évidemment mon ami d'enfance est mon témoin. Il ne va pas venir à mon mariage. Et pour justifier son absence, il va commettre un mensonge colossal. Ça s'accumule. Alors aujourd'hui, je range. Tu fais du rangement le jour du mariage de Fred, alors que tu viens de me dire à l'instant que tu étais archi minuté? C'est quoi ce contretemps? Je ne peux pas te le dire. Les pompiers sont restés très discrets. Édouard a très peur de son ami, qui peut avoir des réactions assez effrayantes et colériques. C'est un rôle de composition. On est en plein été indien. C'est tempête de ciel bleu sur toute la France. Il y aurait eu un déluge dans la Beauce. Contrairement à d'autres pièces qui abordent le mensonge comme thème, le personnage central est ici un type de bonne foi qui ne sait pas du tout mentir. La mise en scène de Jean-Luc Moreau en apporte toute la crédibilité et la force comique. Elle maigrissait, mais de l'intérieur. Comment ça à la fin, tu as l'enveloppe corporelle, mais plus rien dedans. Les personnages restent très humains
Donc on est à la fois dans la folie par moments, parce qu'il y a des moments totalement absurdes qui décollent complètement, mais il y a beaucoup d'humanité dans tous ces personnages. Mort et rata, mort. Tu me disais quelque chose? T'es là, Fred? Excuse-moi, je suis au téléphone avec Fred. Ça dénonce quand même un petit peu cette attitude un peu machiste des hommes. Moi, je trouve que c'est une comédie féroce, assez aigre-douce quand même. Tu es d'accord? Oui, je suis d'accord. Féroce, intelligente, dingue. Qu'est-ce que vous avez fait hier dans cette maison avec Édouard? Désolé, mais je ne parle pas à un homme qui massacre son chien avec un manche à balai. Pour sa seconde pièce, David Farao a su écrire là les mots précis et justes qui immédiatement entraînent le public dans une histoire bien contemporaine. Pas besoin d'aller dans les détails pour en comprendre le sens, le titre en est suffisamment explicite. La générosité de jeu de ses interprètes faisant elle-même office de caution quant à la crédibilité de ce théâtre. Il est divertissant, intelligent et surtout accessible à tous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bon spectacle et à très vite. Merci. Vous avez vu, Gablon, même quand il dit rien, vous pouffez de rire. Si vous suivez un peu l'actualité au-delà des Pyrénées, vous savez peut-être que l'Espagne, en ce moment, j'ai peur qu'on l'ait oublié ça, que l'Espagne n'a plus de gouvernement. Ça fait presque un an que ça dure, alors, élection, surélection, élection, qui est disturbio, comme on dit là-bas. Comment on arrange ce coup-là et comment ça se passe dans d'autres pays, parce que ça s'est passé dans d'autres pays européens, et ben ça se passe pas si mal que ça, finalement. Et c'est Frédéric Vion qui vous raconte tout ça. C'est bien un an, hein, c'est ça? Oui, presque un an. C'était le 20 décembre 2015 qu'ont eu lieu les élections. Enfin, à ce moment-là, il y avait encore un gouvernement, mais depuis, effectivement, il n'y en a plus. C'est des législatives, hein, puisqu'il n'y a pas de président en Espagne, c'est une monarchie, donc les élections importantes, c'est les législatives pour le Parlement. Et depuis le 20 décembre 2015, la situation est complètement bloquée. Alors, qu'est-ce qui se passe? Voyez les images encore ce vendredi à l'Assemblée nationale espagnole. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous allez voir les chefs des principaux partis dans l'ordre d'importance du nombre de députés. Lui, c'est le Premier ministre sortant, M. Mariano Rajoy, qui est du Parti conservateur, qu'on appelle là-bas le Parti populaire. Vous avez aussi, toujours dans l'ordre, le socialiste, Pedro Sanchez, qui est le chef donc du deuxième parti de l'Assemblée. Levez-vous. Voilà, ils vont tous se lever. Vous avez Podemos, vous savez, le parti très à gauche, avec la queue de cheval de Pablo Iglesias. Et puis le centriste Albert Rivera. Donc là, on a les quatre grands partis, les quatre principaux partis. Alors, ils sont incapables de dégager une majorité. Pourquoi? Parce que regardez le résultat des élections. Voilà. Alors, vous avez aussi bien le parti de droite, avec ses 137 sièges, il peut s'allier avec les centristes en orange, mais ça ne fait pas une majorité. Vous voyez, le bleu plus l'orange, on n'arrive pas à la moitié. Mais alors, finalement, celui qui est même chose à gauche. Vous voyez, le rose et le violet, c'est-à-dire les socialistes et Podemos, ils ne font pas la majorité non plus. Mais les plus importants, c'est le parti autre. Non, parce que c'est autre, c'est vraiment tout et n'importe quoi. Il y a des régionalistes, il y a des indépendants. Donc, c'est pas possible. Ce qu'il faudrait, c'est une grande coalition entre la gauche et la droite. Mais imaginez, c'est comme si on demandait à Madame Taubira de rentrer dans le gouvernement de M. Sarkozy. C'est pas très envisageable. Ils se détestent. On comprend mieux quand vous dites ça. Voilà. Alors, il y a un pays où ça marche, c'est l'Allemagne. Madame Merkel, depuis 10 ans, elle gouverne souvent avec, dans son propre gouvernement, des ministres de gauche. Hein, ça existe chez elle parce que, pareil, il fallait une grande coalition parce que les résultats des élections n'étaient pas très clairs. L'habitude du compromis là-bas. Voilà, c'est le vice-chancelier, ce monsieur Sigmar Gabriel, qui est de gauche, alors qu'elle est conservatrice. Vous voyez, donc là, ça marche. Mais il faut dire que c'est assez dangereux pour le deuxième parti. Quand vous êtes le petit parti d'une grande coalition, c'est pas vous qui dirigez. En même temps, vous êtes compromis par les décisions du gouvernement, donc vous perdez sur les deux tableaux. Oui, mais rien ne marche sans vous. Rien ne marche sans vous, mais c'est un peu bâtard. Donc, en Allemagne, ça marche à peu près. Alors, d'où la rareté de ces grandes coalitions. Je reviens à l'Espagne. Pourquoi les Espagnols sont arrivés à ce point de blocage? Parce qu'ils votent à la proportionnelle. C'est pas comme chez nous, scrutin majoritaire, il faut passer les 50% pour être élu. Là-bas, si vous êtes un parti qui a 27% des voix, vous avez 27% à peu près des députés. Si vous avez 12% des voix, vous avez 12% des députés. Donc ça fait quelque chose de très éclaté. Et il y a un pays en Europe qui est le spécialiste de ces situations très éclatées. C'est près de chez nous. Bonjour, Outre-Quiévrin. C'est la Belgique, regardez. L'équivalent de l'Assemblée nationale belge. Alors c'est très joli, il y a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Vous avez les chrétiens démocrates flamands, le parti Vlaams Belang, les socialistes néerlandophones et les socialistes francophones qui ne siègent pas ensemble, pas plus que les écolos francophones et les écolos néerlandophones. Vous avez le mouvement réformateur, j'en passe.
Oui, il y en a plein. Ça a duré mais un temps fou, là-bas. Le résultat, c'est qu'effectivement, ça peut durer très très longtemps. Il y a eu 541 jours sans gouvernement en 2010-2011. Lui, c'est Elio Di Rupo, le socialiste, qui a fini par réussir à débloquer la situation, à présenter un gouvernement en décembre 2011. Donc la place était vacante depuis juin 2010. Dans ces cas-là, le précédent Premier ministre reste, mais il gère les affaires courantes, comme on dit, c'est-à-dire qu'il ne prend aucune décision importante, il fait que les urgences. Alors ce qui est amusant, c'est que j'ai téléphoné à l'ambassade de Belgique en France et je leur ai demandé qu'est-ce qui se passe. Quelle aventure. Qu'est-ce qui se passe chez vous T'as appelé à l'étranger. quand il n'y a pas. Ben non, en France. Mais vous avez appelé en PCV alors. Non, donc j'ai appelé l'ambassade de Belgique et je leur ai dit mais qu'est-ce qui se passe chez vous quand il n'y a pas de gouvernement? Est-ce que l'économie va mal? Est-ce qu'il y a du chômage? Alors ils se sont consultés. Je sentais que je leur posais une question un peu étonnante. Et ils ont dit écoutez, nous sommes navrés. Non, rien. Il ne se passe rien quand il n'y a pas de gouvernement. Tout va très bien. Alors il faut dire que la Belgique est un pays très décentralisé. Donc les régions gèrent beaucoup de choses. Je ne pense pas que ce serait aussi simple en France, mais en tout cas, il y a des pays où ça se passe mal, comme l'Espagne. Puis en Belgique, ça va, ils ont l'habitude. Oui, c'est vrai ça. Il avait travaillé sur l'opéra. Oui. Daniel Buren, oui, pour le boléro, là. Pour le boléro, avec Benjamin Millepied, qui faisait la chorégraphie, lui faisait la scénographie. Et là, il s'agit de quoi? C'est une exposition pour l'ensemble de son œuvre ou quoi? Ah non, pas du tout. En fait, c'est une exposition hors les murs dans un hôtel, un grand hôtel parisien. Alors, pour la petite histoire, bon, d'abord, Daniel Buren, c'est l'homme aux bandes verticales, hein, 7 ou 8 8,7 cm. Ah, c'est-à-dire qu'il est quand même 8, très mathématicien et très mathématique. Toutes ces bandes qu'on connaît noires et blanches, notamment les colonnes Buren, elles font 8,7 cm de largeur. Bon, voilà, donc déjà, c'est quelqu'un qui part avec une idée, on va dire, fixe. Oui. Et il est représenté par un galeriste qui s'appelle Kamel Nemour. Oui. Kamel Menour. Menour, pardon. Oui. Nemour, c'est autre chose, mais bon. J'ai un peu mélangé, mais voilà. Menour, c'est bien aussi. Et donc qui installe une deuxième galerie à côté d'un grand hôtel parisien dans le 8e arrondissement. Et là, ils se disent ensemble, ah bah tiens, pourquoi on n'exporterait pas les œuvres de Daniel dans cet hôtel? Bah oui, pourquoi pas. Donc, Daniel crée pour l'occasion une pergola. Vous savez, une pergola, normalement, c'est fait pour recevoir les fleurs, les petits oiseaux, etc., dans la cour de l'hôtel. Sauf que là, eh ben, à la Daniel Buren, il fait des lignes, mais il fait des rectangles de couleurs. C'est-à-dire que là, il joue avec l'architecture du lieu, il joue avec le reflet du soleil, avec la lumière. Ce qui fait que quand vous déjeunez dans le restaurant de cet hôtel, quand vous êtes dans une des suites ou une des chambres et que vous regardez en bas, vous voyez l'œuvre de Daniel Buren. Et ça, c'est assez incroyable. Et je trouve que c'est une initiative intéressante que l'art soit ailleurs que dans les galeries et dans les musées. Je dis, c'est pas la toute première fois. On a déjà vu des œuvres dans des grands hôtels, ici ou ailleurs. Non? Oui, mais là, comme ça, à l'extérieur, Daniel Buren aussi. Enfin, vous voyez, je trouve c'est lui qui a fait la Fondation Vous êtes en train de Vuitton. me dire que c'est pas bien. Non, mais je suis en train de dire qu'à la Fondation Vuitton, il avait fait quelque chose comme ça aussi, non? Oui, tout à fait, avec cette couleur-là. Il avait aussi travaillé avec Oraito, le designer, qui a le centre d'art à Marseille, le Mamo. Et il avait exposé ses œuvres là-bas. Bon, regardez, je vais y arriver. Les travaux que je fais, généralement, ils n'ont pas de fonction a priori. D'une certaine façon, on peut dire qu'ils sont le plus gratuits possible. Ça ne veut pas dire qu'avec le temps, si ça dure longtemps, ou à cause du lieu, il ne va pas être utilisé d'une certaine façon par les gens. Il m'a semblé que Daniel Buren était certainement l'artiste le plus adéquat pour dialoguer avec cet espace, ce jardin. Suite à cette carte blanche, il nous a proposé cette formidable œuvre qui donnait un lien entre ma galerie, ma programmation et l'espace privé de ce grand hôtel. Au Palais Royal, je n'ai pas fait ça pour faire jouer les enfants. Que les enfants jouent dedans, ça lui donne une fonction tout à fait originale qui me plaît d'ailleurs beaucoup. Ici, c'est déjà un peu plus précis puisqu'on est dans un lieu qui est moins public. En même temps, si on l'utilise véritablement comme on utilise le reste de la terrasse, on va penser qu'il a été fait exprès pour ça. Mais c'est pas le cas.
En fait, ce qu'on nous demande en tant que galerie, c'est d'accompagner les artistes dans le cadre d'expositions dans les musées, à la galerie, dans l'espace public ou parfois dans des endroits un petit peu singuliers. Et ce grand hôtel, c'est un espace singulier. Apporter de l'art dans un endroit où les gens, des jeunes, dînent, regarder autrement un espace, en l'occurrence ce jardin. Il est évident que la résonance du lieu va rentrer en ligne de compte. J'ai en fait suivi un peu le dessin qui existe ici. Ça m'a amené à avoir cette idée de deux espèces de choses plutôt rondes, reliées par ce qu'on pourrait appeler une pergola. Tout ça s'inscrivant exactement dans ce parterre qui est dessiné. Donc disons que ce dessin au sol qui était existant a été mis en 3 dimensions. Investir l'espace public grâce à l'art contemporain permet aux gens de voir le monde d'une autre manière et d'avoir beaucoup plus de plaisir et de joie d'être dans la cité. Je travaille quand même depuis très longtemps en utilisant la couleur. Et là, ça s'est défini aussi sur la construction. Le nombre de parois qui découpent cet ensemble faisait la possibilité de mettre 5 couleurs qui tournaient en rond comme une ronde et qui jamais ne pouvaient s'interrompre. Voilà, c'est jusqu'à quand cette exposition? On peut appeler ça comme ça, exposition? Bah oui, c'est une exposition ouverte à tout le monde. À tout le monde. Puis on va passer par là, parce qu'en plus, il y a un restaurant 3 étoiles. Voilà, groupez-vous quand même pour l'addition. Ou alors prenez un café. Oui, juste un café. Merci beaucoup, mademoiselle. Au revoir. I wish you bluebirds in the spring to give your heart a song to sing. Alors, photojournalisme, ce ne sont pas des photos de Princesse Kate ou Princesse Charlotte. C'est pas le genre de Perpignan, pas ça du tout. Non, non, non. Il regarde le monde tel qu'il est. C'est-à-dire, c'est un monde qui pleure, c'est un monde où il y a du sang, c'est un monde qui grince, et c'est comme ça depuis 28 ans, franchement. C'est un monde, là, en l'occurrence, cette année, avec des virus un peu partout, Daesh, évidemment, dont on entend beaucoup parler, les migrants. Bien sûr, c'est l'actualité de l'année qui est repassée comme ça et qui est montrée à Perpignan pendant Visa pour l'image, donc ce festival international le plus grand, comme vous disiez. Alors, le Visa d'or cette année est effectivement décerné à Aris Messinis, qui a fait le travail sur les migrants. On connaît ses photos, on les a vues. Oui, on a été l'interviewer sur place. Oui, alors il a fait un travail remarquable sur les migrants à Lesbos. Et c'est vrai qu'il pose cette question, justement, on se dit, mais comment font ces photojournalistes? Voilà, c'est ça qu'il a fait. Ils sont sur place, mais au lieu de faire des photos, est-ce qu'ils ne pourraient pas poser leur appareil et aller sauver des gens? Et il explique que quand il est sur le terrain, au milieu d'une guerre, évidemment qu'il se sent sur la même ligne finalement que les habitants qu'il est en train de photographier, que les gens qu'il est en train de photographier, puisque lui aussi risque sa vie. Mais quand il est à Lesbos, il se dit que sur l'île de Lesbos, à photographier des migrants, lui ne risque pas sa vie. Donc, il a besoin de poser l'appareil aussi et d'aller aider, et c'est ce qu'il fait le plus souvent. On se dit, est-ce que c'est le choix entre prendre une photo ou sauver des vies? Aris Messinis prouve qu'on peut faire les deux. Il va vous répondre, je ne suis pas une ONG, il peut vous dire ça. Oui, mais c'est un être humain, donc il témoigne, et en même temps, quand il peut, il sauve. Donc, un type assez remarquable. Voilà, et donc je vous emmène voir le tour du monde en images, en photos extraordinaires, à Perpignan, regardez. Comment un festival comme Visa pour l'image pourrait-il se passer sans consacrer plusieurs expositions au problème des réfugiés? C'est quand même le problème d'aujourd'hui, qui dure depuis des années déjà, qui malheureusement va durer encore longtemps. On les accueille en Europe de l'Est avec des barbelés, des jets de gaz lacrymogènes. En France, on les entasse dans des camps complètement insalubres ou sous les métros parisiens. On les expulse. Ils vont où ? Frédéric Lafargue a été à 2 reprises couvrir des régions qui avaient été libérées de l'emprise de Daesh. Et donc le travail de Frédéric montre des gens dans la région de Sinjar qui échappent et qui sont contrôlés par les Kurdes, parce qu'on essaye de savoir s'il n'y a pas de Daesh infiltré parmi les gens qui s'échappent.
Donc c'est un travail absolument remarquable. Cette exposition de Marc Ribot, elle était programmée de longue date. Marc Ribot accompagne Jean Daniel, qui est alors jeune reporter à l'Express. Ils partent faire un reportage sur Cuba et ils s'arrêtent à Washington, où Kennedy dit à Jean Daniel, si tu vas à Cuba, si tu peux rencontrer Castro, fais-lui passer quelques messages. Et donc ils arrivent, ils font le reportage sur Cuba. Et puis un soir, on frappe à leur chambre d'hôtel et c'est Castro lui-même qui débarque dans la chambre, qui s'installe sur le lit, qui écoute les messages de Kennedy et qui à son tour en fait passer d'autres. Et puis le lendemain, on assassine Kennedy. Castro revient voir Jean Daniel et lui dit « Tu te rends compte, c'est terrible, tout le monde va croire que c'est les Cubains qui ont assassiné Kennedy. » Frédéric Neusch a travaillé pendant plus de 5 ans dans plein de pays d'Afrique sur comment on traite ce qu'on appelle déviants sexuels, LGBTI, lesbiennes, gays, bisexuels, transsexuels et intersexués. En Afrique noire, moi j'avais jamais vu de sujet là-dessus et il nous raconte, c'était assez bouleversant, que même dans ces pays, avoir une sexualité différente peut entraîner la mort. Une photo ne change pas le monde, mais tant mieux si de temps en temps elle peut cristalliser l'émotion du public. Voilà, si vous passez par Perpignan, c'est jusqu'au... C'est jusqu'au 11 septembre. Et la dernière image que vous venez de voir en noir et blanc, elle est signée Warren Richardson. Il a eu le prix World Press 2015 pour cette photo. Voilà. Alors, quand on est photojournaliste, on n'est pas obligé de photographier la guerre pour exister ou pour mériter sa carte de presse. On fait aussi des photos de sport, de nature, qu'on peut retrouver à Visa pour l'image. Mais c'est vrai qu'on sort un peu de l'été où on a traité beaucoup de sujets sur le bronzage, les barbecues portables. Ça fait du bien de voir aussi que le reste du monde... Et les footballeurs, vous n'avez pas les photos de footballeurs, je crois. Des photos de footballeurs, nous n'en avons pas, mais vous en avez beaucoup vu cet été déjà, non? Vous voulez en voir? Je vous en fais quelques-unes. Est-ce qu'il y a un album de tout ce travail-là? Alors, il y a des catalogues, bien sûr, de Visa pour l'image que vous pouvez acheter sur place. C'est bien qu'il le regroupe, Monsieur Leroy. Et vous faites un catalogue, vous vendez au profit de ce que vous voulez, mais que ça nous permettrait de voir ça, parce que... Du festival, beaucoup. Déjà. En Bretagne, alors il manque de quoi là-bas? De médecins, dites donc. De médecins. Ouais. Tous les moyens sont bons pour attirer un docteur. Comment on fait là-bas? Julia, c'est Julia du Web, c'est la cousine de Laura du Web. Allons-y. C'est ça. Écoutez, c'est un buzz un peu atypique qu'on vous présente ce matin. On part à Landudec, village de 1400 âmes dans le Finistère. Qu'est-ce qui s'y passe? Ils cherchent un médecin, ils n'en ont pas depuis 4 ans. Donc ils ont décidé de déposer comme ça pour tester une annonce d'offre d'emploi sur YouTube. Alors c'est réalisé, vous allez le voir, avec les moyens du bord. Tous les habitants ont participé à cette vidéo. Sauf que ce petit test, William, sur YouTube... On est plutôt pour, en fait. Ici, le danger guette. Un simple rasoir, un couteau, une tronçonneuse, ou pire encore, une enveloppe. Heureusement, on a une équipe de choc à la mairie. La seule chose qui manque à notre bonheur, c'est vraiment drôle. To be or not to be. Un médecin pour l'environnement. Vous en avez goûté, cette petite vidéo qui était au départ un truc vraiment d'amateur a eu des énormes répercussions sur YouTube et c'est un véritable buzz. Elle a été vue plus de 150 000 fois, ça cartonne et ils ont déjà évidemment des offres qui se sont proposées à eux. Alors, ils ont des offres qui viennent de France, probablement. De généralistes. De généralistes. Et de l'étranger aussi, on ne sait pas ça. Ah, de l'étranger, l'histoire ne le dit pas, là, c'est 4 généralistes français. Oui. D'accord. Très bien, merci beaucoup. Landudec, c'est ça? Landudec dans le Finistère. Dans le Finistère. Merci.